Un très grand bonjour à tous. Bienvenue justement dans cette nouvelle session donc du point marché avec Carmignac, en compagnie aujourd'hui de Augustin Radot, spécialiste produit chez Carmignac. Bonjour Augustin. Ah, bonjour Imen. Alors énormément de choses à dire aujourd'hui et on va peut-être commencer justement donc, tout d'abord avec un commentaire sur l'évolution donc des principaux indicateurs. Qu'as-tu à nous dire justement pour cette semaine? Ah oui, alors comme chaque semaine, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés. Peut-être une semaine plutôt sous le signe de l'optimisme. Alors pas forcément lié à la démission de Boris Johnson, méfiez-vous, hein. Mais effectivement, voilà un rebond des marchés actions et dans un contexte particulier parce que en parallèle, on a eu une hausse des taux. Alors on est peut-être sur voilà sur un moment pas d'inflexion sur les marchés, mais une pause en tout cas de cette baisse du premier semestre. Et on le sait, les marchés sont en train d'essayer d'un petit peu de digérer toutes ces nouvelles sur l'inflation, sur la croissance. Ils sont aussi en train de jauger un petit peu dans quelle mesure les banques centrales peuvent s'attaquer à l'inflation sans pour autant trop casser la croissance, entraîner les économies en récession. Et c'est peut-être un petit peu ce qui le narratif de la semaine dernière, c'est-à-dire voilà, des marchés qui peuvent respirer, qui anticipent finalement un atterrissage en douceur, en tout cas de la Banque centrale de l'économie américaine. Et donc illustré ici par voilà, ce rebond des indices, avec une tension également sur les taux et une baisse des valeurs refuges comme l'or et de la volatilité également. Alors, il n'oublie pas pour autant le ralentissement des économies. Je pense que ça va être la grande thématique de ce deuxième semestre après l'inflation. Et on le voit ici sur la semaine dernière avec un recul du pétrole qui peut illustrer d'une certaine manière voilà, ces inquiétudes sur la croissance. Petit point négatif sur la Chine, le nouveau variant de Covid, donc le BA5, euh, inquiète un petit peu les investisseurs. On a vu qu'il y a eu un rebond assez important du marché chinois ces dernières semaines, lié justement à une amélioration de la situation sanitaire et des anticipations, des espoirs de relance budgétaire et monétaire. Et voilà, on a une petite pause du marché chinois qui est en train de regarder un petit peu comment le pays va gérer potentiellement ce nouveau variant. Alors, Macao a fermé ses casinos la semaine dernière. Notre vue sur le pays au global, même si c'est très difficile d'avoir voilà, d'anticiper réellement ce que le pays va faire, c'est que au regard de ces relances prévues et actées en Chine, on a tendance à penser que le gouvernement chinois va essayer d'éviter de confiner des villes entières comme il a pu le faire ces derniers mois et plutôt viser un confinement ciblé par quartier dans certaines grandes villes, ce qui pourrait limiter justement l'impact négatif de ce variant sur le marché. Donc voilà pour les mouvements de la semaine. Alors justement, donc petite coquille ici, on est bien d'accord que c'est les mouvements de la semaine passée. Donc voilà, donc c'est bien donc des données actuelles justement donc que Oui. vous avez sous les yeux. Ensuite, donc alors aujourd'hui, on va commencer avec la minute pédagogique, ce qui va permettre de mieux peut-être expliquer le focus macroéconomique. Et la minute pédagogique de cette semaine, du coup, est consacrée au mandat des banques centrales. Alors, Augustin, on te laisse justement donc la parole. Oui, mais merci. Il me paraissait important même si c'est sûrement clair pour beaucoup d'entre vous, de rappeler simplement l'objectif et le mandat des banques centrales, en particulier dans les pays développés. Euh, Elles ont, que ce soit aux États-Unis avec la Réserve fédérale ou en Europe avec la Banque centrale européenne, cet objectif, ce mandat de stabilité des prix, c'est-à-dire d'éviter une inflation trop forte ou une baisse des prix trop importante. Donc, on a un objectif implicite de 2% d'inflation sur le long terme pour ces deux banques centrales. En revanche, le point différenciant pour la Réserve fédérale, c'est ce double mandat, ce double objectif à la fois de gérer donc cette stabilité des prix, mais aussi de viser le plein emploi. Et on va voir en quoi justement c'est un petit peu ce qui rend la situation actuelle assez problématique pour la Réserve fédérale. Euh, mais voilà un point assez important. On a rajouté pour la BCE, pour la réserve, pour la Banque centrale européenne, même si ce n'est pas un objectif officiel, la bonne transmission de sa politique monétaire. Pourquoi On en a discuté ces dernières semaines.
avec justement une normalisation des politiques monétaires en Europe, on a un risque également que certains pays qui étaient très endettés, comme l'Italie, voient le coût de leur dette augmenter trop fortement, ce qui empêcherait la Banque centrale européenne d'utiliser, voilà, d'optimiser sa normalisation de politique monétaire et de justement d'arriver à son objectif de stabilité des prix. Donc, elle doit quand même, même si ce n'est pas un objectif principal, se soucier de la bonne transmission de cette politique monétaire. Alors, justement, donc du coup, une fois ceci dit, ton focus macroéconomique va concerner plusieurs éléments. Et donc, tout d'abord, en fait, la robustesse du marché du travail américain. Oui, alors justement, donc le chiffre important la semaine dernière, ça a été les publications sur l'emploi sur le marché du travail américain. Donc, on est toujours sur un taux de chômage extrêmement faible, à 3,6%. On l'a vu, ça fait partie d'un des objectifs de la Réserve fédérale d'avoir voilà, un plein emploi. Mais aujourd'hui, c'est aussi ce qui nous fait dire que la Réserve fédérale peut se concentrer principalement sur l'inflation. Il n'a plus besoin de se soucier du taux de chômage et est même prête à accepter une hausse du taux de chômage pour arriver justement à contrer, à casser cette inflation. Donc, en tout cas, ça nous conforte dans l'idée que la Réserve fédérale, elle ira vraiment au bout de sa normalisation. Et tant qu'on n'aura pas justement une inflexion sur le marché enfin, sur le chômage, il y a peu de chances que la Réserve fédérale change de route. Ce qui a pu peut-être voilà, contribuer à l'optimisme sur les marchés la semaine dernière, c'est la décélération de la croissance des salaires, ce qu'on voit sur le graphique de droite, alors quand même en hausse de 5%, mais légèrement en décélération par rapport aux derniers mois, euh, même si ça paraît pas important. Voilà, les marchés regardent beaucoup les dynamiques, et là, on est sur une dynamique peut-être de décélération, donc c'est ce qui a pu contribuer voilà, à cet optimisme sur les marchés développés. Mais on est toujours sur une hausse des salaires qui correspond à cet effet de second tour qui continue à alimenter justement donc une inflation tout de même. Donc, c'est ce Exactement. qui veut dire justement que la Fed ira quand même en fait donc au-delà de ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Exactement. Donc, il y a une hausse de prévue ce mois-ci de 75 points de base. Et voilà, ça va dans le sens de ce que les marchés anticipent. Et ça les conforte dans l'idée que la Réserve fédérale enfin, fera ce qu'elle a sous-entendu qu'elle ferait. Autre point macroéconomique que tu as voulu aujourd'hui commenter, ce sont les pressions inflationnistes et récessives en Europe, pour le coup. Oui, alors exactement. Alors, ça ça n'a pas forcément eu d'impact sur les marchés européens la semaine dernière. En revanche, c'est vraiment une dynamique à prendre en compte sur le moyen long terme. On a eu une hausse ces dernières semaines du prix du gaz à cause des réductions d'approvisionnement de la Russie à l'Europe, et une hausse sur la semaine dernière, il me semble, aux alentours de 15% du gaz. C'est un problème parce que ça va ajouter des pressions inflationnistes en Europe, et ces pressions inflationnistes, elles vont peser davantage sur la croissance, et donc elles augmentent le risque de récession en Europe. Donc c'est évidemment un point qu'il faut suivre attentivement. Pour vous donner une petite idée de l'impact que ça peut avoir, on estime que sur le consommateur européen, enfin pour nous les Européens, ça va correspondre à une hausse de 60% de notre facture de gaz cet hiver, donc c'est pas rien. Et puis pour les entreprises qui cherchent à couvrir leurs risques de prix sur le gaz via des contrats futurs, eh bien cette couverture, le prix de cette couverture a doublé par rapport à il y a 6 mois. Donc on est on est sur un coût assez important à la fois pour le consommateur et pour les entreprises. Et voilà, on n'est pas non plus à l'abri que Poutine eh bien, décide cet hiver de fermer davantage justement l'arrivée de gaz, notamment en Allemagne, pour mettre la pression sur l'Europe. Et donc voilà, c'est évidemment un élément qui va devoir suivre, et pour voir à quel point l'économie européenne est fragilisée. Alors, enfin, le dernier point, justement, donc c'est la parité euro-dollar. Effectivement, donc on a indiqué très récemment que pour la première fois de l'histoire, donc on a donc eu une parité à 1 qui a été atteinte justement. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus?
Oui, alors c'est évidemment très symbolique de retourner un dollar vaut maintenant 1 euro. Peut-être que ça a légèrement changé depuis ce matin, mais c'est très symbolique. Mais c'est aussi, alors déjà, c'est une bonne synthèse de ce qu'on peut voir entre les différences de dynamique entre les États-Unis et l'Europe. Pourquoi on avait évoqué ce qui pouvait être les moteurs d'une paire de devises. Alors, on a une banque centrale américaine qui est bien en avance sur sa remontée des taux par rapport à la Banque centrale européenne, qui a déjà va remonter davantage à la prochaine réunion de la Fed, alors que la Banque centrale européenne n'a pas encore remonté ses taux. Elle va le faire a priori en juillet pour la première fois depuis 2008, mais donc on a bien une Banque centrale américaine qui est bien en avance sur sa remontée des taux. Donc un différentiel de taux qui avantage le dollar face à l'euro. Et on a également un différentiel de croissance. On le voit avec le marché de l'emploi américain qui est très résistant. On voit que la croissance américaine, la consommation américaine est également plus forte qu'en Europe. Une différentiel de croissance qui joue aussi en faveur du dollar. Et enfin, globalement, les tensions géopolitiques, l'inflation, les risques globaux de marché, ça favorise le dollar qui reste une valeur refuge et la dénomination des actifs refuge. Donc on a quand même trois forces très positives pour le dollar. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur le dollar et sur l'euro-dollar. Première chose, c'est que c'est pas forcément une vue des investisseurs que l'euro va mal. Et on le voit en regardant la performance de l'euro face aux autres devises, qui est plutôt assez stable. C'est vraiment le dollar qui est favorisé par rapport aux autres devises du monde entier. Ça, c'est une première chose. Et il faut regarder également quel impact ça peut avoir, justement, cet euro faible sur l'économie européenne. Il y a pas mal de choses à dire. Déjà, sur l'inflation, ça va avoir un impact assez important. On estime que 10% de dépréciation de l'euro face au dollar, ça représente à peu près 1 point d'inflation en plus en Europe. Pourquoi? Parce que le consommateur européen, il importe des biens et donc s'il importe des biens qui sont dénominés dans d'autres devises, eh bien il va payer plus cher justement à cause de cette dévalorisation de l'euro. C'est également un poids pour les entreprises parce que elles importent des biens également, des matières premières en dollars, mais principalement parce que le poids de l'énergie qu'elles importent, le coût de l'énergie qu'elles importent en dollars va être plus important sur leur bilan. Euh, on a également ça va également jouer pas mal sur la dynamique des pays. On a pour la première fois l'Allemagne qui a une balance commerciale négative. C'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Pourquoi? Parce que justement, encore une fois, le poids de cet euro face au dollar eh bien, lui coûte lorsqu'elle importe de l'énergie. Et donc, on voit que ça a un impact assez important sur les économies des pays. Donc ça, c'est pour la partie négative de cet euro-dollar, mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il y a aussi des bonnes nouvelles pour les entreprises européennes qui sont exportatrices. Euh, eh bien, celles-ci vont pouvoir bénéficier d'une meilleure compétitivité grâce à justement un euro plus faible. Et on pense notamment au secteur du luxe qui eh bien, se frotte les mains de voir un euro plus faible qui va pouvoir vendre davantage aux États-Unis ou en Asie ses produits. Donc voilà, quelques bonnes nouvelles quand même sur cet euro-dollar, négatif pour le consommateur, positif pour les entreprises. Alors, à présent, passons à la vision microéconomique. Et cette vision microéconomique est consacrée cette semaine aux entreprises cycliques. Donc, ici, tu nous mets en fait justement donc, en avant les résultats des entreprises, notamment justement par secteur, plus particulièrement les révisions justement donc des estimations des analystes. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt vers une révision haussière pour les entreprises cycliques. C'est ça, hein? En fait, alors effectivement, il me paraissait important le premier semestre, ça a été vraiment marqué par la macroéconomie. C'est-à-dire que l'inflation a entraîné une dévalorisation, une revalorisation des actions. Donc, l'inflation égale hausse de taux égale dévalorisation des actions. Ça a été l'impact principal de la baisse des marchés actions sur le premier semestre.
nous, on est convaincus que voilà, cette baisse, elle a été assez bien intégrée et maintenant, deuxième semestre, les investisseurs vont pouvoir de nouveau se concentrer sur les fondamentaux des entreprises, sur leurs bénéfices. Ça, c'est très important et c'est surtout une bonne nouvelle pour des, euh, pour des gérants actifs, pour des qui cherchent à générer de l'alpha en sélectionnant des valeurs, des bonnes valeurs. Donc, les investisseurs vont pouvoir davantage se concentrer sur les fondamentaux des entreprises. Et ça va être d'autant plus important. On va avoir une première étape qui arrive ces prochains jours. C'est la saison des résultats pour le deuxième trimestre, donc qui peut être un catalyse pour certaines valeurs. Alors, on n'a évidemment pas de boule de cristal pour savoir quelles entreprises vont surprendre à la hausse ou à la baisse vis-à-vis de leurs résultats. En revanche, les marchés, vous le savez, c'est principalement la gestion des attentes. Et on sait que si une entreprise ou si les intervenants de marché anticipent ou revoient à la hausse les résultats d'une entreprise, elle a plus de chances de décevoir. Et à l'inverse, s'ils revoient pas mal à la baisse ses résultats, elle a plus de chances de se reprendre positivement. Ce qu'on constate avec surprise, c'est que pas mal de ces secteurs cycliques qui sont censés sous-performé en période de ralentissement économique et en risque de récession élevé, eh bien, ont vu leurs résultats revus à la hausse, tandis que ces secteurs plus défensifs qui nous paraissent importants et intéressants d'avoir en portefeuille en cette période, eh bien, ont vu leurs résultats, eux, revus à la baisse, ce qui nous conforte sur notre positionnement assez défensif, parce que voilà, encore une fois, cette saison de résultats, elle peut être vraiment un catalyse pour ces valeurs qui surprendront à la hausse. Et en revanche, attention aux résultats qui décevront. Et en tout cas, on va être particulièrement attentif au-delà des résultats, à ce que les entreprises vont pouvoir annoncer en termes de guidance sur leur donc de perspectives futures sur leurs résultats. Et c'est ça qu'il va falloir regarder très attentivement. D'accord. Donc, du coup, passons maintenant aux idées d'allocation. Non, au message de la semaine, pardonnez-moi. Donc, le message de la semaine, ici, c'est les résultats, donc justement, des entreprises seront le principal moteur des marchés actions au second semestre. C'est exactement ce que tu viens de dire, pour le coup. Et peut-être éventuellement, concernant ce regard sur les résultats des entreprises, quel secteur en particulier, quelle zone géographique regarder en particulier, par exemple? Alors nous, on a un processus d'investissement qui en tout cas sur par exemple Carmignac Portfolio Grande Europe que vous avez à votre disposition, qui n'a pas de, il cherche vraiment à regarder, utilise un filtre global pour regarder quelles sont les meilleures opportunités au sein de différents pays et des différents secteurs. Il ne cherche pas spécialement à avoir une vue sectorielle ou une vue sur les pays. Aujourd'hui, on trouve beaucoup plus d'entreprises justement qui répondent à nos critères de qualité, c'est-à-dire d'entreprises qui ont montré une profitabilité élevée et stable dans le passé, qui réinvestissent énormément de leurs bénéfices, de leurs profits dans l'innovation afin de créer des relais de croissance. C'est vraiment le cœur du portefeuille de Carmignac Portfolio Grande Europe. On trouve beaucoup de ces entreprises dans des secteurs comme la consommation, la technologie, la santé. Euh, c'est c'est aussi des secteurs qui sont intéressants parce que certains d'entre eux sont défensifs et on est convaincu que ça va aussi être un positionnement intéressant justement dans un contexte de ralentissement de la croissance. Et, euh, et j'ajouterais une chose sur l'euro-dollar. On disait justement le poids de ces entreprises, le poids de l'énergie, du coût de l'énergie pour ces entreprises et l'impact qu'il peut avoir sur les marges. Ce qui est intéressant, c'est l'approche justement ESG de Carmignac Portfolio Grande Europe et notamment la recherche d'entreprises qui vont avoir un faible impact, qui ont une faible empreinte carbone. C'est intéressant de se dire peut-être qu'il y a un lien positif entre ces entreprises qui ont un faible impact carbone et qui donc a priori vont avoir un poids énergétique dans leur bilan plus faible. Et ça, c'est également un positionnement intéressant pour nous. Donc voilà, pour les investisseurs qui veulent se réexposer au marché actions, peut-être que justement un portefeuille comme Carmignac Portfolio Grande Europe
qui justement voilà, axe sa sélection de valeur sur des titres, des entreprises de qualité. Voilà, c'est peut-être une manière intéressante de se réexposer au marché action. Donc, un fonds qui est directement disponible sur la plateforme transactionnelle de EasyBourse en Ouais. mettant le libellé. Alors, quelques questions. La première concernant justement donc, la place à la liquidité. Aujourd'hui, est-ce que tous les fonds donc de Carmignac, notamment ceux qui sont distribués sur EasyBourse, sont entièrement investis ou est-ce que, au contraire, on est plutôt justement sur une démarche où la liquidité est un peu plus importante aujourd'hui dans les fonds pour effectivement, comme tu viens de l'indiquer, saisir les bonnes opportunités d'investissement en fait qui pourraient se dessiner éventuellement dans les semaines à venir. La place de la liquidité. Alors pour des fonds qui sont purement actions comme Carmignac Portfolio Grande Europe, on va avoir un petit peu de liquidité justement pour pouvoir qu'on va pouvoir redéployer dans des marchés baissiers. Mais en général, on est à 100% investi. Donc on peut à la marge avoir un petit peu de liquidité pour être un peu flexible, mais on va en général être 100% investi. En Donc, revanche, en fait, la tendance n'a pas forcément changé par rapport éventuellement à la volatilité des marchés ou par rapport à la configuration que l'on connaît aujourd'hui. Donc, alors en revanche, ouais, non, et c'est ça en fait, cette flexibilité, cette approche-là, on va plutôt l'avoir sur un support comme Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, qui lui va utiliser vraiment toute sa flexibilité pour justement au niveau de l'allocation, pour augmenter justement sa part de liquidité pour être capable de la redéployer lors de marchés baissiers, et qui va également maintenir une exposition bah, extrêmement faible dans ces périodes de marché compliqués, de volatilité élevée, pour justement gérer au mieux la performance de la stratégie. Donc voilà, on va plutôt avoir une stratégie de liquidité élevée prête à être déployée sur des stratégies comme Patrimoine Europe que sur des stratégies purement actions comme Grande Europe ou d'accord. émergent. Alors, autre question sur justement cette période estivale. On sait qu'en règle générale, les volumes ont tendance à s'affaiblir et donc du coup, ce qui occasionne des chahuts un peu plus importants, si jamais justement donc il y a des mouvements. À quoi vous attendez-vous justement pour cet été Est-ce que justement ça va être un été particulier ou pas en fait? C'est ça la question qui est posée. Nous, on a l'impression, c'est une impression générale qu'il n'y a plus vraiment de période calme sur les marchés. C'est un petit peu, ça fait maintenant plus d'un an que tout le monde, que ce soit à la gestion ou ailleurs, tout le monde est un petit peu sous tension et prêt à voir arriver à peu près n'importe quoi sur les marchés. Donc, on est sur nos gardes. C'est pas un été comme un autre parce qu'il y a pas mal d'événements sur les marchés. Il y a quand même une guerre en Europe. Il y a une inflation qui est encore là. Et il y a évidemment cette saison de résultats qui arrive et qui, pour nous, va être peut-être justement un catalyse d'une dynamique future des marchés actions. Donc, euh, je peux vous assurer que les gens n'ont pas encore posé de vacances et qu'on est prêt à justement à ajuster les portefeuilles et à justement à redéployer dans certains cas cette liquidité sur des niveaux de volatilité importants. D'accord. Dernière question d'un point de vue microéconomique. La question qui est posée, c'est de savoir quel indicateur en particulier allez-vous surveiller justement sur le plan microéconomique dans cette saison des résultats justement qui s'annoncent. Parce qu'en fait, on a plusieurs indicateurs possibles. On a justement donc, bon, le chiffre d'affaires, bien entendu, les bénéfices, mais quoi d'autre éventuellement vous allez en particulier regarder justement donc, dans cette fameuse saison des résultats. Le plus important pour nous, c'est vraiment et alors je suis désolé de l'anglicisme, c'est les guidance, donc c'est les perspectives futures de profit de bénéfices des entreprises. Pourquoi? Il va falloir que les entreprises soient crédibles vis-à-vis des marchés sur ce qu'elles sont en mesure de délivrer sur les prochains mois. Ça va être la clé justement des dynamiques et des performances de ces entreprises. Et, euh, et c'est justement pour ça qu'on est particulièrement attentif à la gestion des attentes de ces entreprises et pourquoi on est un petit peu inquiet sur certains secteurs très cycliques et moins inquiet sur des secteurs plus défensifs. Voilà, parce qu'il va falloir gérer les attentes des investisseurs et ne surtout pas les décevoir. Et s'agissant de cette guidance, au-delà des métriques chiffrées, il sera également question de faire attention au wording, en fait, aux déclarations faites véritablement donc,
d'un point de vue qualitatif, en fait. Exactement. D'accord, c'est entendu, Augustin. Bah, écoutez, je pense qu'on a fini pour cette session donc d'aujourd'hui. Merci énormément. Merci pour tes éléments, Merci, Ben. Augustin. Et je vous donne rendez-vous, quant à vous, donc même jour, même heure, la semaine prochaine, pour un nouveau point marché. D'ici là, très très belle semaine ensoleillée. Au revoir. Merci, bon été.